On dit que certaines histoires n'ont pas de fin, qu'elles s'accrochent aux lieux, aux murs, aux veines même de ceux qui les approchent. Cette histoire, je ne devrais pas la raconter, parce qu'elle a commencé comme une simple recherche, un voyage universitaire, et qu'elle s'est terminée dans un silence dont personne n'est jamais revenu. Tout a commencé à Tombouctou, là où le sable du désert cache encore des manuscrits interdits. Des textes anciens qu'on chuchote au marché, mais que personne n'ose lire à voix haute. Un soir, un étudiant français, Paul, a trouvé un carnet relié de cuir taché d'une couleur sombre. Pas vraiment de l'encre. Il contenait une seule phrase en arabe ancien, traduite plus tard. « Un pacte de sang ne se brise jamais ». C'est ce carnet qui a ouvert la porte. Paul avait 27 ans. Originaire de Lyon, il était doctorant en anthropologie, fasciné par les légendes africaines et les manuscrits sahéliens. Ses proches le décrivaient comme rationnel, cartésien, presque sceptique. Mais derrière ses lunettes rondes et ses carnets remplis de notes, il y avait une obsession, découvrir ce que les archives officielles ne disaient pas. Il avait débarqué à Tombouctou dans le cadre d'un programme universitaire, officiellement pour cataloguer des manuscrits religieux. Mais lui, il cherchait autre chose. Les textes interdits, les récits de pactes, de malédictions que les familles locales se transmettaient en secret. Il n'était pas seul, Aïcha, une jeune archiviste malienne, l'aidait à traduire les documents. Elle l'avait déjà mis en garde plusieurs fois. Certains manuscrits ne doivent-ils pas être lus. Ils ne sont pas faits pour nous. Mais Paul riait, convaincu que tout pouvait être expliqué par l'histoire, jusqu'à ce qu'il trouve le carnet taché de sang séché. La salle d'archives où Paul travaillait était enfouie dans une bâtisse ancienne, dont les murs de banco semblaient respirer l'air sec du désert. La poussière épaisse recouvrait les étagères et chaque mouvement faisait s'envoler un nuage fin qui piquait la gorge et collait à la peau. L'odeur, mélange d'humidité et de vieux cuir, enveloppait la pièce comme une présence invisible. C'était un lieu où l'on avait l'impression que le temps n'existait plus. Un après-midi, alors que la lumière brûlante s'infiltrait par une fente étroite dans le mur, Paul découvrit une boîte de bois, fendue, cachée derrière une pile de manuscrits ordinaires. Aïcha pâlit immédiatement. « Ne touche pas à ça. Ce coffre n'est pas dans l'inventaire. » Mais Paul, curieux, déposa ses doigts sur le bois, qui semblait plus froid que tout le reste de la pièce. À l'intérieur, il trouva un petit carnet relié de cuir sombre. Les pages étaient tachées, certaines collées entre elles comme si elles avaient absorbé une matière organique. Une odeur métallique lui monta au nez, ça sentait le sang. Sur la première page, une phrase en arabe ancien était griffonnée, maladroite, comme écrite dans la peur. « Celui qui lit scellera son sang à jamais. » Paul fronça les sourcils. Pour lui, ce n'était qu'un avertissement rituel, un artifice pour protéger un texte secret. Mais Aïcha recula d'un pas, presque terrorisé. « Il s'agit peut-être du pacte de Sidi Ahmed al-Baghdadi. Tu ne comprends pas, Paul. Ce texte parle de sang versé et d'âme retenue. » La curiosité l'emporta. Il ouvrit plus loin et ses yeux parcoururent un passage décrivant un rituel étrange, 7 initiés, un cercle de sable et une promesse scellée par une coupe de sang. Le texte affirmait que ceux qui rompaient dans ce pacte seraient engloutis par le silence des dunes, là où les voix ne s'éteignent jamais. Alors qu'il lisait à voix basse, un bruit résonna. Un craquement, comme si le bois du plafond avait gémi sous un poids invisible. L'air sembla s'alourdir. Paul releva la tête, persuadé d'avoir vu une ombre passer derrière l'étagère. Aïcha, tremblante, lui saisit le bras. « Assez, remets ce carnet là où tu l'as trouvé. » Mais il ne pouvait plus. Quelque chose dans ces mots, dans ce mélange de peur et de fascination, s'était accroché à lui. Le carnet avait réveillé une obsession. Et ce soir-là, pour la première fois, il rêva d'un cercle de sable rougeoyant où 7 silhouettes sans visage l'attendaient en silence. Les jours qui suivirent, Paul ne parla presque plus d'autre chose que du carnet. Même lorsqu'il tentait de se concentrer sur d'autres documents, son esprit revenait toujours à ces phrases gravées dans le cuir. L'encre brunâtre lui obsédait la mémoire comme une odeur qu'on ne peut pas chasser. Plus inquiétant encore, il rêvait chaque nuit. Pas de simples rêves, mais des visions d'une précision troublante. Un cercle tracé dans le sable, 7 silhouettes sans visage, et ce murmure lancinant qui répétait en écho « Ton sang nous doit ». À son réveil, il retrouvait parfois du sable fin sur ses draps. D'abord, il pensa qu'il s'agissait d'un hasard, la poussière omniprésente de Tombouctou, mais il remarqua qu'il n'en avait jamais sur ses vêtements, ni ailleurs dans la chambre. Seulement autour de lui, comme si les rêves s'invitaient dans le réel. Son corps lui-même commença à trahir son malaise.
Ses mains tremblaient légèrement, sa bouche avait toujours ce goût métallique semblable à du fer. Dans les archives, il lui arrivait d'entendre des bruits étouffés, comme si quelqu'un tournait des pages juste derrière lui. Mais quand il se retournait, la salle était vide. Seule la poussière flottait dans les rayons lumineux, dessinant des formes quasi humaines qui s'effaçaient aussitôt. Aïcha s'inquiétait de plus en plus. Elle tenta d'abord de le raisonner. Ce carnet n'est pas une relique ordinaire. Tu dois le rendre au maître de la bibliothèque ou le laisser au marabout. Ils sauront quoi en faire. Mais Paul refusait. Plus il lisait, plus il avait l'impression que les phrases lui parlaient directement, comme si elles avaient attendu son arrivée pour se révéler. Un soir, alors qu'il travaillait seul, il remarqua une nouvelle ligne sur une page qu'il avait déjà lue des dizaines de fois. Une phrase n'y figurait pas auparavant. Le 7e héritier est arrivé. Il a lu. Sa gorge se serra. Il referma brutalement le carnet, le cœur battant si fort qu'il croyait que les murs eux-mêmes pouvaient l'entendre. Mais c'est la nuit suivante que tout bascula. Dans son rêve, les silhouettes s'étaient d'un rapprochées. Il pouvait entendre leur respiration, lourde, humide. L'une d'elles leva une main vers lui et, lorsqu'elle toucha son bras, il se réveilla en sursaut, avec une trace sombre sur la peau, une sorte de brûlure circulaire, comme un symbole tracé au fer rouge. Le matin, il voulut l'effacer, mais la marque restait. Aïcha, horrifiée, lui demanda ce qui s'était passé. Il tenta de nier, mais son regard trahissait la vérité. Il ne contrôlait plus rien. Et alors que le soleil tombait derrière les dunes, un bruit sourd résonna dans les murs de sa chambre. Comme un battement, lent, profond, presque organique, le pacte n'était plus seulement dans ses rêves. Il avait franchi la frontière. La nuit du 12 septembre fut celle où tout bascula. Paul avait barricadé la porte de sa chambre, comme si de simples verrous pouvaient sans retenir ce qui le hantait. Aïcha avait insisté pour qu'il quitte Tombouctou, mais il ne l'écoutait plus. Ses yeux étaient creusés, rouges, et il parlait par bribes, comme s'il répondait à des voix qu'elle ne pouvait pas entendre. Elle finit par partir, le cœur serré, le laissant seul avec ses obsessions. La chaleur était suffocante, et pourtant, Paul frissonnait. Le carnet était posé devant lui, ouvert à une page qu'il n'avait jamais osé lire jusqu'au bout. Les caractères semblaient bouger dans la pénombre, comme s'il pulsait, son souffle s'accéléra. Au même moment, un bruit sec retentit, la lampe de chevet s'éteignit d'un coup, plongeant la pièce dans l'obscurité totale. Alors il entendit. Pas un simple bruit, mais une clameur sourde venue du sol, des murs, de l'air lui-même. Des murmures en langues anciennes se superposaient, formant une incantation qui vibrait jusque dans ses os. Paul tenta de se boucher les oreilles, mais la voix résonnait à l'intérieur de son crâne. Le carnet se mit à s'ouvrir tout seul. Les pages tournaient avec une vitesse anormale jusqu'à s'arrêter sur une illustration. Paul sentit son sang se glacer, c'était lui. Son visage, son corps, dessiné à l'encre brune, entouré de 7 silhouettes encapuchonnées. Ses mains tremblantes effleurèrent durant la page, et il sentit sous ses doigts une texture humide, visqueuse. L'odeur métallique du sang monta dans l'air, écœurante. Soudain, la marque circulaire sur son bras se mit à brûler. Une douleur atroce l'arracha à un cri étouffé. Le cercle rouge s'ouvrit comme une plaie qui saignait d'elle-même. Le sang coula sur sa peau et à sa stupeur, il glissa jusqu'au carnet, absorbé par le cuir. Les mots gravés semblèrent donc s'illuminer d'un rouge vif. Alors, il les vit. Les silhouettes de ses rêves. Pas floues cette fois, réelles. 7 êtres encapuchonnés entouraient son lit, immobile. Leurs visages restaient dissimulés dans l'ombre, mais leur souffle lourd emplissait la pièce d'une humidité suffocante. Paul tenta de bouger, mais ses membres étaient cloués par une force invisible. Une voix grave se détacha du cœur. Elle parlait un arabe ancien que Paul comprenait sans jamais l'avoir appris. « Le pacte exige ton offrande, ton sang est la clé. Tu as lu, tu appartiens. » Le sol vibra. Paul hurla, appelant Aïcha, mais sa voix s'étouffa, comme aspirée. Les silhouettes levèrent simultanément leurs mains. Dans l'air, les contours d'un cercle se dessinèrent, rouge incandescent. Les murs de la chambre semblèrent s'effacer, remplacés par un désert infini où s'élevait une lune noire. Il comprit alors, ce n'était pas un rêve. Le rituel avait commencé. Une des silhouettes s'approcha. Son capuchon glissa légèrement, laissant entrevoir un visage centré, lisse, comme de l'argile humaine. La créature posa une main glaciale sur la plaie de Paul. Le sang jaillit de plus belle, se tordant dans l'air pour former des symboles incandescents. Paul hurla, mais son cri se transforma en écho guttural,
comme si une autre voix s'ajoutait à la sienne. Le cercle brillait de plus en plus fort. La chambre n'était plus une chambre. Elle était devenue un sanctuaire de sang. Et quand Paul rouvrit les yeux, il n'était plus seul à respirer. Quelque chose respirait à travers lui. Le vacarme cessa. Brutalement, plus de murmures, plus de souffle. Le cercle rouge qui embrasait la pièce s'éteignit comme une bougie qu'on souffle. Le silence qui suivit n'était pas un silence normal, c'était un vide assourdissant, presque tangible, où chaque battement de cœur de Paul résonnait comme un coup de tonnerre. Il ouvrit les yeux. Sa chambre semblait intacte, immobile. Le carnet était fermé sur la table de chevet. La lampe, pourtant éteinte quelques secondes plus tôt, brillait faiblement, projetant une lumière jaune tremblotante. Paul se redressa en haletant. Son bras était couvert de sang, mais la plaie avait disparu, remplacée par une cicatrice en forme de cercle parfait. Ses mains tremblaient, glacées, tout paraissait réel, et pourtant rien ne portait trace de ce qu'il avait vu. Il se leva, chancela, chercha son téléphone pour appeler Aïcha. Mais l'appareil était mort, écran noir, malgré la charge. Il tenta la lumière du couloir, rien. Les murs vibrèrent d'un silence pesant. Il ouvrit la porte et découvrit que le couloir avait disparu. À la place, une obscurité compacte, comme un mur liquide. Il ferma les yeux une seconde, les rouvrit. La porte donnait à nouveau sur le couloir familier de sa maison d'hôte. Mais une sensation étrange persistait. La certitude qu'en franchissant ce seuil, il ne serait plus dans le même monde. Alors, un bruit léger se fit entendre. 3 coups secs frappaient de l'autre côté de la porte. Paul resta pétrifié. Le silence revint aussitôt, comme si rien n'avait jamais existé. Paul n'avait jamais eu aussi peur de sa vie. Son souffle saccadé emplissait la chambre et ses mains moites glissaient sur la poignée de la porte. Les 3 coups résonnaient encore dans sa mémoire, nets, impossibles à confondre avec une illusion. Pourtant, le couloir était là, immobile, banal, comme si rien ne s'était produit. Il se força à avancer, un pas, puis un autre. Son pied toucha le carrelage froid du couloir, et une odeur métallique se leva, plus forte que jamais. Du sang? Il baissa les yeux, une traînée sombre s'étendait sur le sol, disparaissant dans les escaliers. Il voulut reculer, mais la porte de sa chambre claqua derrière lui avec violence. Le bruit résonna comme un écho infini. Son téléphone vibra soudain dans sa poche alors qu'il était éteint depuis des heures. L'écran s'alluma, un seul message en arabe ancien, identique aux inscriptions du carnet. Les caractères semblaient bouger comme s'ils respiraient. Paul sentit une panique sourde l'envahir, mais il continua de descendre. Chaque marche craquait comme un avertissement. Arrivé dans le hall, il vit la vieille femme qui tenait la maison d'hôte, immobile, assise dans l'ombre. Son visage était tourné vers lui, mais ses yeux n'étaient pas plus des yeux. 2 miroirs opaques reflétaient maigre son image. « Vous avez signé ?» murmura-t-elle d'une voix qui n'était pas la sienne. « Le pacte se paie toujours. » Puis, plus rien. La pièce devint noire. Le lendemain, la chambre de Paul était vide, son sac, son passeport, son carnet, tout avait disparu. La propriétaire affirma aux voyageurs qu'il n'était jamais venu. Mais certains jurèrent avoir entendu des pas la nuit et des coups frappaient doucement contre les murs, comme si quelqu'un cherchait à sortir. Aujourd'hui encore, les habitants du quartier racontent que, certains soirs, un étranger marche dans les ruelles de Tombouctou, le bras marqué d'un cercle sanglant. Son visage n'est jamais clair, toujours flou, comme s'il n'appartenait plus tout à fait à ce monde. Et si vous écoutez bien, au milieu du silence de la nuit, 3 coups résonnent parfois, venant de nulle part.